la première fois que j'ai rencontré, c'était au Lean Summit à Lyon en 2018, où il est venu me voir et puis il a dit je veux faire du Lean, je veux faire du Lean, je veux faire du Lean, je monte ma boîte, je démarre, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je lui dis déjà c'est bien, tu es au Lean Summit déjà, c'est parfait. Et puis le deuxième point, c'est tu es jeune, viens au CJD, ce sont des jeunes dirigeants dans lesquels on se développe et on essaie de faire progresser les dirigeants, et on fait du Lean aussi au CJD. En tout cas sur la région bordelaise et aquitaine. Donc je lui ai dit, viens là déjà, tu vas apprendre. Il est venu, donc il a continué. Et puis il s'est lancé dans cette démarche Lean qui va vous décrire. Et alors le titre est un peu provocateur, mais je le laisserai s'expliquer là-dessus. Et c'est un vrai parcours d'apprentissage qu'il va vous proposer aujourd'hui. Donc je te laisse la parole, Augustin. Merci à toi. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Augustin Camus, j'ai 41 ans. Et ça fait 20 ans que je travaille dans le bâtiment. J'ai commencé ma carrière dans les grands groupes. Et en 2017, j'ai eu une opportunité pour créer BTGO Bordeaux. C'est une entreprise que j'ai dirigée pendant 4 ans et on est monté jusqu'à 50 collaborateurs. Pendant ces 4 années, j'ai fait beaucoup de Lean, mais l'entreprise a été liquidée malgré tout. J'ai énormément appris dans cette expérience. Et durant cette conférence de 40 minutes, je vais vous livrer le bilan de ces 4 années d'apprentissage. Je vais vous parler de mes explorations, tout ce que j'ai appris, mes changements d'avis. Et mon but est que vous ressortiez de cette salle grandi. Alors mon parcours Lean, en 2016, je suis chez Vinci Construction. Et le Lean, le mot commence à faire le buzz. Je lis un livre. Je rencontre l'auteur, le Lean appliqué à la construction, Patrick Dupin. Il dirige une entreprise de consultants, Delta Partner. Je vais visiter des chantiers où ils appliquent des outils et je négocie un budget de 50 000 € pour faire venir des consultants sur mes chantiers. Tout ça, ça me fait rêver d'un bâtiment qui marche. On met en place des outils du style le planning post-it ou le last planning system. Et finalement, la conclusion, c'est qu'en mettant des outils Lean avec une équipe inexpérimentée, qui était l'équipe dans laquelle j'étais tombé en arrivant chez Vinci, et avec un management de command and control descendant, les trois ensemble, ça n'a pas marché dans mon expérience. Ça a généré de l'insatisfaction des clients parce que nous ne tenions pas les délais. Ça a généré l'insatisfaction des architectes parce que nous ne respections pas la qualité que l'architecte souhaitait, notamment avec nos sous-traitants. Et ça a généré l'insatisfaction de mes patrons parce que nous ne respections pas les budgets. Ça n'a pas marché. J'ai quitté Vinci et je crée BTGO Bordeaux. Donc je souhaite tout de suite commencer l'entreprise avec le Lean d'une autre manière. Donc je m'y prends d'une autre manière et j'appelle Jean-Baptiste Boutillon qui me donne 2 conseils en 2018. Va au Lean Summit et lis des livres. Et puis là, je rentre dans un parcours où je rencontre des entrepreneurs qui pratiquent du Lean. Et en effet, donc je rencontre Christophe à ce moment-là. Et là, on me dit, fais un parcours d'apprentissage. Mais en fait, c'était trop lent à mon goût. Donc à nouveau, je retombe dans le piège des consultants qui viennent mettre des outils sur mes chantiers. Bon, ils viennent 6 mois et quand ils repartent, tout s'arrête. Et en fait, à ce moment-là, je commence aussi à avoir mes premiers sensei. Donc un sensei, c'est un professeur qui montre le chemin vers l'apprentissage. Comment trouver un sensei? Mes premiers sensei, c'était des gens, des chefs d'entreprise qui venaient m'aider à regarder sur mes chantiers principalement. Donc au fur et à mesure, je découvre cette démarche d'être accompagné par quelqu'un. Et puis je rencontre un peu plus tard, grâce au CJD et grâce à toutes les rencontres que j'ai faites, quelqu'un qui deviendra mon sensei une demi-journée par mois. Et en fait, je voudrais vous montrer maintenant quelques anecdotes de changement de posture que j'ai pu réaliser grâce à ces sensei. Donc un jour sur un chantier en 2018, donc là on arrive avec un groupe de dirigeants et puis le sensei, celui qui prend ce jour-là cette posture de sensei, me dit « Augustin, combien il y a d'employés dans ta boîte ?»
Il venait de rentrer dans un chantier énorme où il y avait 40 personnes, 40 ouvriers qu'il avait croisés. Et moi, je lui réponds 6 personnes. Et il me regarde et me dit non, mais comment tu fais un chantier de cette taille-là avec 6 personnes? Je dis ah non, mais oui, non, mais on est 6 en CDI, mais après le reste, c'est des intérimaires. Donc là, il me repose la question. Augustin, combien tu as de salariés? Je réponds 6 personnes en CDI. Et en fait, il y a eu une discussion qui a suivi, mais j'ai compris que j'avais 35 salariés sur là. Enfin, 40 salariés. J'ai compris que j'avais 40 salariés. Et en fait, c'est devenu essentiel parce que finalement, les intérimaires qui étaient dans l'entreprise, c'était déjà des intérimaires de temps long. C'était des gens que je recrutais pour 6 mois ou 1 an. Et ensuite, quand on veut pratiquer du lean, ben on travaille sur les personnes et on veut développer les gens. Et en fait, sur un chantier où il y a 40 personnes, il vaut mieux développer 40 personnes que de développer 6 personnes. Un autre changement d'avis, c'est ce passage piéton. Donc là, mon sensei arrive sur le chantier et je lui raconte, donc il n'y avait pas le passage piéton, et je lui dis que je n'arrivais pas avec mes équipes, puisque on savait qu'il y avait un accès difficile sur le chantier entre les camions et les piétons. On avait acheté un pot de peinture. Et le pot de peinture, il est resté 6 mois dans le bureau. Moi, je dis à mon sensei, j'arrive pas, je ne comprends pas comment il faudrait faire. Et là, mon sensei me regarde et me dit, Augustin, ce sujet ne t'intéresse pas. Et donc, je comprends que, en effet, depuis 6 mois, à chaque fois que je venais sur le chantier, je me contentais de l'absence de passage piéton sans en parler. Donc du coup, leçon de management, on réunit 2 personnes avec le sensei et on se met d'accord que le passage piéton sera peint l'après-midi et que tant que ce ne serait pas terminé et que je n'aurai pas la photo, eh ben, je les relancerai le matin, l'après-midi, jusqu'à ce que je sache si c'était fait. Donc en fait, l'apprentissage, c'est de ne pas lâcher le sujet. Et que le manager ou le patron qui lâche le sujet, c'est que le sujet ne l'intéresse pas. Après, je voudrais vous parler d'un sujet de la sécurité. Quand on fait du lean, on nous dit toujours qu'il faut commencer par la sécurité. Donc moi, quand j'emmenais mon sensei sur le chantier, j'avais honte. Et en fait, j'avais trouvé une astuce, c'est que je disais, parce qu'en fait, on ne pouvait pas marcher. Parce qu'en fait, dès qu'on faisait un pas, on ne pouvait même pas faire un pas, qu'on avait déjà, on aurait pu discuter pendant 4 heures. Parce que la séance du sensei, c'est 4 heures. Donc du coup, j'avais fait un deal avec lui, je lui ai dit, écoute, je propose, on marche sans rien dire. Puis quand on a traversé le chantier, on discute et on choisit peut-être le sujet le plus intéressant. Voilà, j'aimais bien donner des consignes à mon sensei. Donc voilà, on voyait des choses comme ça. Là, quand je passais, je voyais un ouvrier qui était debout sur une branche. On voyait, là, il y a un ouvrier qui fait du marteau-piqueur sur une poutre, mais par rapport à la sécurité, là, si on perd bien, il n'a pas de garde-corps. Mon sensei, il ne voyait pas qu'il n'avait pas de garde-corps. Je ne pouvais pas ne pas lui expliquer ce que je voyais. On voyait une zone où on ne pouvait pas marcher. Et puis donc mon sensei était sensible des oreilles. Et sur un chantier, on entend beaucoup de bruit. Marteau-piqueur, disqueuse, coup de marteau pour dévisser ou pour visser un étai en métal, on le fait avec le marteau. Donc j'avais trouvé une astuce de management, donc j'avais un standard de management, c'était pour sortir du standard descendant. Parce que figurez-vous que dans toutes les entreprises de bâtiment, les bouchons d'oreille ou le casque est obligatoire. En fait, dans aucune entreprise de bâtiment, peut-être certaines, mais dans aucune entreprise de bâtiment, les ouvriers ne portent les bouchons d'oreille ou les casques. En fait, personne n'a réussi à craquer le sujet. Et tout le monde le fait en mode descendant. Moi, je voulais m'y prendre autrement, et donc en fait, je leur montrais une vidéo qui durait 2 minutes 30 en les arrêtant sur la tâche. Donc pour à la fois la contrainte, en même temps c'est une vidéo un petit peu choc.
Donc vous pouvez voir sur l'image de gauche un bonhomme qui devient sourd en tapant avec un marteau sur une enclume. Et sur l'image de droite, il est en train d'avancer vers un chariot élévateur. Donc, en fait, voilà, cette petite image choque le fait de leur piquer 2 minutes 30 de leur temps en les arrêtant. C'était un acte de management que j'avais mis en œuvre, ça marchait un petit peu mieux. Un autre point que j'ai découvert en travaillant avec mon sensei où j'ai changé d'avis, c'est sur les échauffements. Nous nous échauffions tous les matins de 7h30 à 7h40. Pourquoi? En mai 2019, un des ouvriers se blesse le dos en mélangeant du béton avec un malaxeur. Et en fait, en réfléchissant sur cet accident, j'ai compris que le corps humain de cet ouvrier était moins solide que le corps humain d'autres ouvriers. Du coup, il y avait une notion de variabilité et en fait, il y avait un travail à faire sur le corps, comme premier outil de travail. J'ai rencontré des spécialistes et en fait, j'ai découvert que le maçon a dans son corps humain le meilleur capital retraite, sous réserve qu'on s'occupe du dos et des articulations. La pensée collective est de dire un maçon qui arrive à la retraite, il est bousillé. Donc c'est une pensée collective qui est fausse, sous réserve qu'on s'occupe des deux sujets dont j'ai parlé. Et donc pour lutter contre cette pensée et contre cette réalité et comment s'occuper, j'ai découvert qu'il fallait nous échauffer le matin. Quand on s'échauffe le matin, c'est aussi notre corps va s'alerter sur les sujets, par exemple le genou. Donc, en m'échauffant, le genou ressent une douleur. Ça ne passe même pas par le cerveau. Le genou ressent la douleur. Un peu plus tard, quand je serai sur le chantier, mon genou, sans que je réfléchisse, fera attention à la manière dont il va bouger. Et puis on apprend également qu'il faut s'entraîner. L'ouvrier qui ne se blessait pas parce qu'il avait une corpulence meilleure, en fait, il allait à la salle de sport. On apprend également qu'on peut faire des gestes compensatoires, qu'on peut réduire la pénibilité de certains gestes. Et puis, surtout, le meilleur effet, c'était que à 7h30, quand on démarrait par l'échauffement, il y avait une notion psychologique de nous rappeler chacun que la sécurité est le plus important de notre journée. Sachant que sur des chantiers, c'est quand même un univers dangereux. Un autre travail que j'ai fait avec des sensei. Donc là, le sensei qui m'a fait changer d'avis, c'est que j'étais sur un autre sujet. Et là, le sensei me dit mais non, mais tu es complètement à côté de la plaque. Et donc, ça m'a permis de retrouver le bon sujet, qui était sur analyser et travailler sur les accidents qui avaient eu lieu. Et donc, j'ai collecté des données, tous les accidents qui s'étaient passés, et je me suis amusé à les mettre en forme. Et en les mettant en forme, donc j'ai sorti ce petit bonhomme dans lequel on voit le nombre d'accidents par endroit du corps. Et en fait, en dessinant ça, je n'avais pas pris conscience qu'il y avait 18 accidents qui concernaient la main et puis 11 qui concernaient le dos. Donc ça m'a aidé, en fait, ça m'a orienté sur quels étaient les accidents en particulier que j'allais regarder. Voilà, donc tous ces sensei m'ont fait changer d'avis, changer de posture. J'ai énormément appris. Et petit à petit, je suis devenu moi-même le sensei de mes collaborateurs. Et donc c'était une manière de manager. Donc pour en revenir à BTG au Bordeaux, quand j'ai créé l'entreprise, je venais des grands groupes, et donc je croyais qu'il fallait faire des gros chantiers. Donc je croyais que c'était nécessaire pour me rémunérer, pour assurer la rentabilité de l'entreprise, certainement par ego. Donc un gros chantier, ça c'est un exemple du troisième gros chantier que l'entreprise BTGO a fait, un chantier de logement. Et en fait, cette croyance a généré la stratégie de l'entreprise. Donc on faisait 75% du chiffre d'affaires sur des gros chantiers, 25% du chiffre d'affaires sur les petits chantiers. Le problème avec les gros chantiers, c'est que c'est très difficile d'apprendre. Ils sont trop grands et ils durent trop longtemps. Les clients et les ouvriers ont l'habitude de
qu'on ne finisse pas les travaux complètement pendant des années. Donc, sur cette courbe, c'est le lead time par appartement. Donc, le lead time, c'est le temps entre le moment où l'appartement commence, donc le moment où on coule le premier mur en béton, et se termine le jour où on a terminé 100% des travaux de gros œuvre. Donc là, il y a une barre par appartement. Et puis sur la courbe qui date de janvier 2021, on voit que ça monte jusqu'à 16 mois. Mais en fait, en réalité, en janvier 2021, il y a des appartements qui ne sont pas terminés. Donc en fait, on a atteint des 24, 28 mois sur ce chantier. Donc par exemple, des exemples de choses qui ne sont pas terminées. Un plafond où là, on voit une petite mousse jaune. Donc le plafond est coulé en décembre 2019. Et 2 ans après, on enlève la mousse, on gratte et on fait la finition. Un autre exemple, dans un appartement, donc là on est sur la jonction, on ne voit pas très bien, on est sur la jonction entre 2 murs et un plafond. 2 ans après qu'on ait coulé le premier mur en béton, on va gratter la peinture, faire un ragréage pour rendre lisse, refaire la peinture. En fait, tous mes ouvriers étaient très intéressés pour commencer des appartements. Donc, tous les jours, on démarrait 1, 2 ou 3 appartements en fonction du mur en béton qu'on faisait, mais on ne terminait jamais les appartements. Alors pour affronter cette réalité du bâtiment, ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est le mode standard de fonctionner dans le bâtiment. Aujourd'hui, dans tous les chantiers de gros œuvres, en fait, on voit ça. On voit toujours un truc qui n'est pas fini dans les appartements qu'on visite. Donc, pour affronter ça, j'ai essayé d'aborder le sujet de la formation. Donc, quand j'ai créé l'entreprise, dès le début, je voulais des apprentis. Des apprentis qui fassent un CAP maçon parce que j'avais compris que c'était le métier où on apprenait les gestes. Sauf qu'il n'y avait pas de candidat. Il n'y a pas de candidat en CAP maçon. Un jeune qui veut être chef de chantier ou chef d'équipe dans le bâtiment, on va lui proposer de faire un BTS. Dans un BTS, on apprend à faire du calcul de structure comme un ingénieur béton armé. On apprend à faire du logiciel Revit, AutoCAD comme un projeteur. On apprend à faire des éprouvés de béton comme un laborantin. On apprend à faire des chiffrages comme un ingénieur de bureau d'études, de prix. On apprend à organiser un chantier comme un conducteur de travaux. On n'apprend pas les gestes du maçon. Et du coup, en fait, j'ai découvert aussi en réfléchissant sur le sujet que pour faire un CAP, il y avait 3 critères. Il fallait avoir envie, avoir terminé son développement corporel, parce que le maçon est un métier de sportif, et avoir une maturité pour apprendre vite. Aujourd'hui, les jeunes qu'on envoie en CAP, c'est des jeunes en échec scolaire en fin de 3e. Donc, ils ne cochent aucun des critères. Les jeunes qui passent leur bac, qui veulent être chefs de chantier, ils pourraient cocher les critères, sauf qu'ils n'ont pas envie parce que c'est la honte de faire un CAP. Il vaut mieux faire un BTS. Et en fait, j'ai découvert que parmi mes salariés, les intérimaires avaient coché les critères. Ils avaient tous envie de bosser, ils avaient tous terminé leur développement corporel et ils avaient tous une maturité pour apprendre. Donc j'ai proposé à 11 intérimaires de faire un CAP en alternance et j'ai eu 11 apprentis. Après, je voudrais vous parler d'un autre sujet, c'est quels sont les métiers du bâtiment, du gros œuvre. Il y a le maçon, le coffreur, le bancheur, le manœuvre, le dallagiste, le tailleur de pierre, l'échafaudeur. Ben, figurez-vous qu'il y a un métier que j'oublie, c'est le métier de finisseur. Le métier de finisseur, le finisseur, c'est celui qui répare ce que les autres ont construit, qui casse ce que les autres ont construit ou ont mal fait. Donc là, sur la photo, vous voyez un finisseur qui a une disqueuse à disque diamant. Donc visiblement, la fenêtre qu'il est en train de casser est trop petite, pardon, il faut l'agrandir de 5 cm. Donc il utilise une meuleuse à disque diamant qui va lui permettre de faire une entaille de 5 cm dans le béton. Le mur, il fait 20 cm d'épaisseur. Donc une fois qu'il aura fait son trait de scie sur toute la hauteur, il va changer de côté. Il va faire l'autre entaille de 5 cm sur le mur en béton. Et ensuite, il va prendre un marteau-piqueur. Il va casser sur toute la hauteur les 10 cm restants. Et après, il va mettre un produit pour réparer
ce qu'il aura cassé. Et ça, il va le faire une fois, s'il est bon. Mais souvent, ça arrive, il va le faire 2 fois, 3 fois. Et ça, c'est la mode habituelle de fonctionnement dans les entreprises de bâtiment. Donc après, une autre manière dont on a affronté le sujet, c'est le problème de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, beaucoup de mes collègues dirigeants d'entreprise disent le problème, c'est qu'on n'a pas la main-d'œuvre qualifiée. Le problème, c'est la main-d'œuvre. Donc j'ai décidé d'aborder ce sujet en mode résolution de problème. Donc la première chose que j'ai faite, c'est de commencer par aller sur le terrain pour voir ce qui se passait. Et j'ai pris conscience à ce moment-là que tous les lundis matins, on avait 1 à 5 nouveaux intérimaires sur le chantier. Tous les vendredis soir, on avait 1 à 5 intérimaires qui quittaient le chantier. Donc là, la définition de embaucher sur Wikipédia, c'est engager un salarié, passer avec lui un contrat de travail. Donc nous engagions les salariés le lundi matin et nous passions avec eux un contrat de travail d'intérim. Donc en fait, nous nous étions trompés de sujet. La question, ce n'était pas comment embaucher. La question, c'était comment garder et comment former. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte que pour pouvoir travailler sur le sujet de garder et former, il fallait commencer par garder. Pour garder, on a fixé une nouvelle règle, c'est que toute embauche ou débauche devait faire l'objet d'une décision collective dans laquelle on avait dit le conducteur de travaux, le chef de chantier et le chef d'entreprise. Et en fait, moi, je me faisais le garant, non pas de leur interdire de licencier, mais je leur imposais de réfléchir à la cause à chaque fois qu'ils voulaient licencier. Alors qu'avant, en fait, cette décision-là, en fait, il décidait tout seul, le chef de chantier. Et en fait, à force de travailler sur le sujet, on s'est rendu compte qu'on passait mal les consignes, que le matériel qu'on leur donnait ne marchait pas ou était incomplet, que l'état du chantier était catastrophique. Donc en fait, on ne leur donnait pas les conditions de réussir. Et donc c'est pour ça que ça ne marchait pas. Et donc pour lutter contre ces sujets, on a travaillé sur une défothèque. Donc ça, pour montrer, là, l'idéal c'était d'avoir sur la même photo, parce que souvent c'est sur le même mur du coup, une partie du mur qui est OK, une partie du mur qui n'est pas OK. Donc on travaillait sur les aspects visuels pour que, de manière à obtenir que les ouvriers sachent si c'était bon quand ils faisaient le travail d'eux-mêmes. On a travaillé sur le matériel. Et là, on s'est fixé comme objectif que notre service matériel soit pile ou tout. Parce qu'en fait, notre matériel, c'était plutôt sur la partie de gauche. Donc, on avait des boîtes dans lesquelles il n'y avait pas les accessoires. Le matériel marchait mal, il était sale. Et puis ensuite, quand c'est devenu pile ou tout, c'était sur la partie de droite. On avait des machines qu'on nettoyait tous les jours. On avait les standards affichés avec tous les accessoires qu'il fallait. Donc, au bout de 3 ans, le bilan que j'ai fait d'avoir fait des gros chantiers, c'est que je me suis dit que, en fait, j'ai eu un problème de trésorerie. Parce que comme à force de faire des reworks, etc., on n'avait pas de rentabilité. Donc il y a eu un problème de trésorerie. Je me suis dit, oulala, les gros chantiers où on apprend mal, etc., plus la trésorerie, ça va être chaud. Il faut changer de stratégie. Et donc j'ai fait une nouvelle stratégie, les petits chantiers. Alors là, ce qui était intéressant, c'est que dans la nouvelle stratégie, finalement, je me disais, on va apprendre plus vite, on va mieux apprendre. Parce que comme c'est plus petit, en fait, il y a quelque chose qui nous empêchait d'apprendre sur les gros chantiers, c'est que le chantier était trop grand et trop long. Sur un petit chantier, la pression du client va être le moyen qui va forcer les personnes à terminer et du coup à apprendre. Alors là, on est parti sur la stratégie, le nouveau modèle économique. La stratégie qu'on a faite, elle était très intéressante parce qu'on avait 2 avantages compétitifs très différenciants. Premier avantage compétitif, c'était le délai de réactivité. En fait, aujourd'hui, un client dans la maçonnerie, il a besoin qu'on fasse des devis rapidement et qu'on démarre un chantier rapidement. Et aujourd'hui, dans la profession, on lui répond « Oui, oui, je sais. Vous voulez qu'on démarre le chantier pour hier. » Et ça, c'est une blague très courante. En fait, nous avons l'habitude de nous moquer de nos clients. En réalité, un client, il a besoin qu'on lui fasse un devis en 1 ou 2 semaines, qu'on démarre un chantier en 2-3 semaines.
Et ça lui convient parfaitement. La réponse habituelle du maçon, c'est de dire « Je peux vous faire le devis, je ne pourrai pas démarrer avant 6 mois parce que mon carnet de commandes est plein. » Le problème de cette réponse, c'est que le maçon ne s'intéresse pas au problème de son client. Est-ce que répondre aux besoins délais du client, ça l'intéresse? Non. Est-ce que se rapprocher du besoin du client, ça l'intéresse? Non. Quand j'ai compris ça, nous avions décidé de répondre oui à ces deux questions. Et c'est pour ça que nous proposions une intervention en 1 heure, devis en 1 journée et démarrage de chantier en 1 semaine. Donc ça, c'était notre objectif. Et en fait, notre objectif, je ne dis pas que c'était facile, je ne dis pas qu'on y arrivait dès le début et je ne dis pas qu'on y arrivait tout court. Mais on a toujours gardé ça comme objectif. Et ça nous a changé quelque chose dans notre tête. Et c'était le principal intérêt à se fixer un objectif comme celui-ci. Le deuxième avantage compétitif de notre nouvelle stratégie, c'était le fait de faire des petits chantiers. Les entreprises du bâtiment n'aiment pas faire les petits chantiers parce que c'est trop petit, trop compliqué. En hyper centre-ville, on ne peut pas se garer. Reprendre un chantier derrière un autre? Non merci. Et en fait, c'est un petit peu comme… donc souvent, les clients s'excusaient en me téléphonant en me disant « Mais Augustin, monsieur, je suis désolé de vous appeler, je voudrais faire un petit chantier. » Les gens s'excusaient. En fait, c'est un peu comme quand on rentre dans une boulangerie, si on disait « Monsieur le boulanger, je suis confus, je voudrais vous prendre un tout petit croissant. Est-ce que vous pouvez quand même me servir? Mais si vous ne pouvez pas, vous inquiétez pas, j'irai voir quelqu'un d'autre. » Les clients me disaient ça. Et en fait, à un moment donné, j'ai compris que notre métier, c'était maçon. Et qu'à partir du moment où le client voulait qu'on fasse un travail qui pouvait être fait par un maçon, il fallait dire oui, quel que soit le type de chantier, même pour une fissure. Donc ça, dans notre stratégie de petit chantier, il y a eu aussi quelque chose qu'on a travaillé, c'était sur le rôle des team leaders. Au départ, on avait fait un organigramme très descendant qui venait des grands groupes, avec des chefs de chantier contremaîtres qui organisent le travail et donnent des consignes en mode command and control. Quand on est passé sur les petits chantiers, on est passé sur des chefs de chantier team leaders qui bossaient avec les équipes. Et en fait, on a complètement changé l'organigramme. Donc à la fois, il y avait les team leaders et puis on a aussi inversé l'organigramme. Donc on est passé sur un organigramme descendant à un organigramme où le management et la direction de l'entreprise et les conducteurs de travaux sont en bas de l'organigramme et sont en fait les soutiens de leurs équipes. Et cet organigramme, cette planche-là, en fait, je l'avais imprimée et ça me servait de support de management pour diffuser cette culture du manager de soutien en one-to-one à mes collaborateurs. Et ça permettait aussi de leur expliquer que leur rôle, c'était d'être sur le terrain pour voir les problèmes. Donc là, je voudrais vous montrer une petite vidéo d'un Gemba. Bonjour à tous. Alors ce matin, je vais vous emmener sur un Gemba. Donc je sors de ma zone de confort, mon petit bureau confortable, mon petit fauteuil, tous mes mails à traiter, toutes les choses que j'aime bien faire derrière mon ordi. J'arrête pendant 1h30. Je vais à Senon en vélo électrique. Donc là, j'ai une demi-heure de route. 1 heure, 3/4 d'heure de Gemba, une demi-heure de route. A tout de suite. Allez, c'est parti. En route pour Senon. Bon, alors je viens d'arriver. Là, je suis devant le chantier. Je ne sais pas ce qui se passe. Il n'y a personne devant, un camion de livraison. Personne ne guide à la manœuvre. À mon avis, il y a déjà quelque chose. Le but de cette vidéo, le but du Gemba, c'est d'essayer de venir voir un point qui cloche, de voir un problème. Pour essayer de faire grandir mes collaborateurs sur la manière de regarder les problèmes, réagir aux problèmes et réfléchir aux problèmes. A tout de suite. Bon, je viens d'arriver et donc maintenant je vais faire un Gemba sur le petit chantier. Donc c'est un mini chantier d'une journée. Pour Soditel, on doit réaliser un mur en parpaing plein pour dans un local technique. Le but du Gemba, c'est de venir trouver le point qui cloche sur le chantier pour former mes collaborateurs et les développer pour qu'ils apprennent à regarder, réfléchir et réagir. Bonjour, chef. Salut. Alors du coup, j'ai eu un problème ce matin. alors vas-y, explique-nous.
Donc, on se met un peu plus loin, vas-y. Ouais. Donc, Chausson m'a livré 140 blocs de poteaux de blocs à maçonner au lieu des 4 blocs poteaux que j'avais commandés. Et donc j'ai fait un retour sur les 140 blocs, donc 2 palettes en trop. Encore heureux que je savais ce que j'avais commandé, parce que sinon on aurait eu un peu de palettes en plus. Okay. Donc voilà, j'ai pas encore creusé plus que ça les causes du problème. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a eu d'autres points de problème ce matin? Jusqu'à maintenant, non. Toutes les clés fonctionnent, on a de l'électricité, on a de l'eau, on a les blocs. Vous avez démarré à quelle heure ce matin? À 7 h. D'accord. Bon, alors du coup là, on est sur le terrain. On est en train de maçonner des blocs plats. Donc le premier problème qu'on vient de voir, c'est que le compagnon est parti de la gauche avec le bloc plat au lieu de partir de la droite. Donc là, c'est bête parce qu'on avait bien préparé un beau plan qui est ici, mais le compagnon, on lui a pas donné le plan et on lui a pas donné la consigne correctement. Donc là, ça fait un deuxième problème à analyser. On a 2 problèmes. Le premier problème, c'est sur le transport. Le deuxième problème, c'est sur le fait que le compagnon ne respecte pas le plan. Donc on a de la chance, il en avait posé 4. Donc là, il en repose 4. Temps perdu, on va dire 10 minutes. Donc moins de 10 minutes perdues. Heureusement qu'on s'en rend compte maintenant, parce que si on s'en était rendu compte dans 1 heure, on n'aurait pas pu changer. Et le résultat, c'est que l'appareillage ici devant la porte aurait été esthétiquement moins joli. Et comme on veut faire de ce chantier un chantier modèle, voilà, c'était très important de commencer par ce bloc. Donc voilà, donc là on est en train à côté il y a Raphaël qui est en train d'analyser les problèmes, et puis dès qu'il les a rédigés, je continue la vidéo, et en attendant moi je vais aider à monter des blocs pour remplacer Raphaël qui rédigerait les problèmes. Allez, au revoir. Donc ça y est, on a fini le tour du Gemba avec Raphaël. On a vu 4 problèmes. Donc premier problème, c'est que les blocs, je vous l'ai montré, qui n'étaient pas mis dans le bon sens. Deuxième problème, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 plans sur le chantier. Troisième problème, en fait, c'est la commande qui avait été mal faite. On avait passé dans le mail à Chausson qu'il fallait 108 blocs et ensuite plein et des blocs normaux, et on leur a pas dit qu'il fallait des blocs poteaux. Et le dernier problème, c'est qu'on a posé dans les fleurs les massifs de parpaing. Donc là, j'espère que nos clients vont pas regarder cette vidéo, et je sais pas comment on va réparer, mais on va essayer de réfléchir. Donc ça, c'est le tableau des problèmes de Raphaël. Donc il écrit le problème: Chausson me livre 140 blocs et pas de blocs poteaux. Cause: j'ai écrit 2 blocs de 20 et pas précisé poteaux. Et elle a compris 2 palettes. Contre-mesure: je vais chercher les blocs chez Chausson. Mieux écrire mes mails. Bon, mieux écrire mes mails, c'est pas une contre-mesure qui veut dire quelque chose, mais en revanche, bon, il va chercher ses blocs, c'est ok. Et après, s'il veut que ça se reproduise pas, il faudra peut-être que tu standardises tes commandes. Mais mieux écrire tes mails, ça veut tout dire et rien dire. Mais en revanche, standardiser tes commandes. Donc Raphaël, qu'est-ce que tu as appris sur ce problème avec le sourire? Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que j'étais pas assez précis dans mes mails. Et okay. Donc, il faut sur quoi tu changes d'avis? J'ai changé d'avis sur le fait que je savais passer une commande par mail. Ok. Après, deuxième problème. Tony part du mauvais côté. Mauvais plan sur le chantier. Je lui dis, je lui ai pas redonné le sens de départ. On demande à Tony de reprendre comme il faut. Donc là, c'est pareil. Il me fait la contre-mesure immédiate. C'est déjà bien. Il a quand même réfléchi. Il a corrigé. Il a vu que c'était un problème parce qu'il l'a écrit. Et il a réfléchi un peu à la cause. Il n'a pas de contre-mesure pérenne parce que c'est très compliqué de trouver des contre-mesures pérennes, mais au moins il a écrit ce truc là. Voilà. Donc maintenant je voudrais prendre un autre changement de posture, c'est les horaires de travail. En fait, en septembre 2021, avec mon sensei, je raconte à mes équipes, vous êtes dans le bâtiment où vous dit, vous n'êtes pas payé pour réfléchir, vous êtes payé pour faire ce que je vous dis. Chez BTGO, ce n'est pas le cas, vous êtes payé pour réfléchir, je vous embauche pour votre intelligence. Un peu plus tard, dans la matinée, je raconte à mes équipes qu'il faut participer à l'effort de guerre, parce qu'on est en redressement de l'entreprise, et que c'est pour ça que le travail démarre à 8 h, mais que je leur demande d'arriver une demi-heure en avance,
à 7h30 pour faire les échauffements de 7h30 à 7h40 et faire des résolutions de problèmes. Et je dis à qui veut l'entendre, ceux qui veulent s'échauffer en étant payés, ils peuvent s'échauffer chez Pôle emploi. Et en fait, j'avais été inspiré par Elon Musk avec ses phrases un peu choc. Et mon sensei il me dit, Augustin, c'est étonnant parce que tu leur dis qu'ils sont payés pour réfléchir, mais en même temps tu ne les payes pas pour réfléchir. Bon, du coup, c'est sur la tranche 7h38h. Donc du coup, j'ai changé d'avis. Je me suis mis à les payer dès 7h30 et du coup, ils finissaient une demi-heure plus tôt, à 16h30 ou 17h. Mais en fait, surtout, cet horaire de travail, cette tranche 7h30, 8h, qui était une tranche instituée pour l'échauffement, mais aussi pour la résolution de problème, était une institution finalement de l'amélioration. En fait, on dit souvent job égale work plus Kaizen, mais on n'officialise pas le temps où nos salariés vont faire du Kaizen. Donc en fait, du coup, le fait d'instituer à un moment donné ce temps-là, ça nous a aidé, ça a aidé les salariés à mieux progresser sur ce point. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'amélioration dans le reste de la journée, mais c'était quand même une manière d'instituer les choses. On a travaillé aussi sur les gestes des maçons et sur les standards, mais en fait je me suis rendu compte là que j'ai commencé beaucoup trop tard. Au départ j'ai commencé beaucoup de résolution de problèmes, des talks, des A3 dans l'entreprise, et on n'avait pas de standard. Et quand on a commencé à faire des standards, on a commencé par des standards de métier support, ou de conducteur de travaux, ou d'administratif. Donc c'est pas tout de suite intéressé aux gestes du maçon. Et puis voilà. Et donc en fait, la conclusion au final, c'est que une des causes principales de la faillite, c'est la non-maîtrise des gestes. En fait, à chaque fois que j'allais sur le terrain, je me rendais compte à quel point les équipes ne maîtrisaient pas les gestes, à quel point les conducteurs de travaux ne maîtrisaient pas les gestes de préparation de chantier et d'organisation. Donc, ce que je comprends au bout de 4 ans, donc l'entreprise elle a été liquidée en janvier. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on laisse des dettes et qu'on ferme l'entreprise. Le point positif, c'est que, donc à la fin, il y avait 23 collaborateurs qui ont été licenciés, c'est que je les ai vraiment fait grandir. Donc grâce au Lean comme système, comme outil d'apprentissage et de développement des personnes, je suis super fier du chemin qu'ils ont parcouru dans l'entreprise entre le moment où ils ont été embauchés et leur licenciement économique. Et alors mon face, c'est que en fait, ce n'est pas le changement de stratégie qui peut sauver une entreprise. Parce que, en fait, pour résumer, j'ai découvert les mêmes problèmes sur les gros chantiers que sur les petits chantiers. Préparation, organisation, geste. Donc ma croyance, c'est que le Lean, ça marche. Le Lean, ça fonctionne. C'est un chemin long, c'est difficile. Il faut du temps. Du temps pour changer d'avis, du temps pour le dirigeant, du temps pour convaincre, pour transmettre, pour les équipes. Il y a un sujet de négocier avec chacun un par un. Donc ce que j'ai compris, c'est qu'il ne faut pas se décourager, que je ne voulais pas me décourager, qu'il y avait plein de choses à faire et que ce n'est pas parce que l'entreprise BTGO n'a pas marché que le Lean ne marche pas. En plus, j'ai choisi un secteur difficile. Un ami me disait que c'est comme si j'avais essayé de gravir l'Everest. Donc le métier du bâtiment est un métier tellement complexe que c'est comme si j'avais essayé de faire du Lean en gravant l'Everest avec des baskets et une équipe inexpérimentée. Aujourd'hui, pour conclure, une citation qui m'inspire, c'est Nelson Mandela, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Merci Augustin pour ce témoignage assez inspirant. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Dans le BTGO, est-ce que tu vois le produit, quel est ton produit dans le livre, le produit est quand même central, donc il y a aussi. Du coup, j'aurais deux questions, c'est comment tu définissais ton produit et comment tu définissais tes clients. Alors, je ne me suis jamais vraiment posé la question en ces termes, mais c'est vrai que les enseignements qu'on a reçus là, hier et ce matin
ils m'ont invité à me poser la question. En fait, le produit, c'est de... aujourd'hui, si on cible petit chantier, travaux services dans le centre-ville de Bordeaux, le produit, c'est tout ce qu'un maçon sait faire. Donc en fait, c'est difficile parce que dans l'industrie, il y a un objet qui se déplace dans une chaîne de production. Dans le bâtiment, l'objet, qui est l'appartement à rénover, ne se déplace pas. Et c'est les corps de métier qui vont venir se déplacer autour de l'objet. Donc il y a une conception du flux, où il y a déjà une modification intellectuelle à comprendre sur le flux, pour l'appliquer dans le livre. Donc en fait, l'objet, c'est le produit, ça va être le fait de transformer un immeuble, un appartement non OK en un appartement OK. Et donc dans cette transformation, le produit, c'est cette transformation. Et moi, le produit qui m'intéresse, c'est uniquement la transformation maçonnerie, gros œuvre. C'est ce que tu montrais dans la partie lead time, c'est arriver à livrer un appartement, c'est ça? Appartement Oui. par rapport. Oui, alors sur la partie lead time, c'était sur un chantier neuf, mais en fait, oui, mais ça peut être aussi sur un chantier ancien en fait. Et après, tu veux poser une deuxième question? C'était la définition du client Ah. Est-ce que c'est l'utilisateur final ou la personne qui te passe? On s'intéressait aux deux, mais aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus dans le marché de rénovation, c'est plus des particuliers. Et puis, oui, non, mais le client, pour moi, c'est vraiment l'utilisateur final. Après, il y a d'autres partenaires, architectes, maîtres d'œuvre qui vont. Après, c'est une question. Je suis d'abord bravo avec cette conclusion. Il faut être là et savoir présenter les choses que tu fais. Bravo pour ça. J'habite pas très loin de Bordeaux et je cherche un maçon en même temps. C'est 6 mois de délai. Hein, ça, si j'ai bien compris, je ne dois pas m'excuser et ça devrait être possible. Et donc ma question elle est autour de ça. C'est quoi la suite maintenant pour toi? Donc c'est quoi l'avenir, donc à l'horizon que tu nous diras? Comment tu vois les choses? Alors depuis janvier, j'écris un livre. J'y consacre une journée par semaine et l'objectif c'est qu'il sorte en 2023 sur mon parcours d'entrepreneur lean. J'accompagne des dirigeants dans le lean. Ça constitue mon activité secondaire. Ça m'intéresse, ça me passionne, mais je ne veux pas en faire mon activité principale. Et donc là, en effet, le délai, ça va plutôt être de l'ordre de 8 mois, mais mon idée, c'est de repartir sur le sujet de la maçonnerie. Donc je suis en train de faire un PDCA, où j'ai fait une première boucle. Donc là, j'ai mis une croix sur BTGO. Et la deuxième boucle, la deuxième expérimentation que je voudrais mener, c'est de faire un CAP maçon, pour mieux comprendre le geste. Donc en effet, là, le CAP il dure 7 mois, donc aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de répondre à un client dans des délais inférieurs, mais une fois que j'aurai fait le CAP, je serai sur les mêmes sujets que j'étais avant de fermer l'entreprise. Question, du coup, j'ai compris que la cause, c'était bien le geste. On n'a pas été voir le problème, il était là, en fait, le geste de maçon. Du coup, pourquoi on n'a pas vu? Alors, entrepreneur en ligne, j'avais plein de sujets à avancer et je ne savais pas que c'était le plus grave. Ça, je le comprends aujourd'hui avec le recul. C'est le premier élément, c'est que deuxième sujet, c'est pas qu'on ne s'intéressait pas, mais c'est que le maçon a tellement de gestes différents, tellement complexes que c'est très difficile à affronter. Alors quand j'en parle à Christophe, il me dit oui, non, mais tu crois que c'est facile de faire des machines de médicaments, on a 1 milliard de gestes. Mais bon, en tout cas, c'est difficile et ça a été un frein pour nous. On a essayé plein de choses, hein, mais donc la multiplicité des gestes et puis aussi le fait que c'est déjà, moi j'ai pas le geste, donc je pense que j'avais un regard, il y a des choses que j'ai pas compris certainement. Et en fait, voilà, donc je sais pas pourquoi. Ta formation aussi. Tu viens d'une formation plutôt ingénieur? Moi je suis ingénieur, j'ai une formation d'ingénieur. Donc tu n'as pas forcément appris ça on n'apprend à pas l'école. Voilà. Oui, et puis il y avait personne sur le terrain peut-être qui... Non, et puis enfin, il faut dire qu'aujourd'hui dans le bâtiment, il y a un énorme problème de qualité. Le geste, il est perdu. 80% des gens qui travaillent sur les chantiers sont autodidactes.
Donc ils s'apprennent, il ne faut pas de formation en fait, personne n'apprend le geste. Voilà, donc du coup, c'est quand même un univers du rework, un univers où la qualité s'est perdue, enfin voilà, il y a quand même un sujet quoi, avec le bâtiment. Il y a d'autres questions? Ouais, allez. Donc, je suis curieuse, la demande de rénovation est forte. Alors, je dis, la demande de rénovation dans la région de Bordeaux, elle est assez... je suis curieuse de savoir si la demande de rénovation, donc je sais pas, de bâtiments, de maisons individuelles, était assez importante et qui étaient les concurrents finalement. Qui étaient vos concurrents de BTGE? La demande est énorme, et puis nos concurrents, nos concurrents, il y en a plein, mais ils ont 6 mois de délai, quoi. Ils ont leur commande plein. Donc en fait, des concurrents qui répondaient avec notre délai et sur les petits chantiers sans aucune limite, il n'y en a pas. Donc là, ce sur quoi les gens se battent, c'est ça? Ce sur quoi tous les concurrents se battent, c'est quoi? En fait, il y a beaucoup de concurrents qui vont sur des gros chantiers. Et puis aujourd'hui, les grosses entreprises, du coup, ils font les chantiers un peu comme nous. Hein. Comme ils sont un peu plus organisés en mode de commande de contrôle, ils ont des résultats un peu moins catastrophiques que chez BTG au Bordeaux. Parce que chez BTG au Bordeaux, là, en fait, c'est le fait l'équipe est inexpérimentée, plus commandant de contrôle, c'est ça qui ne marche pas. Mais il y a des entreprises où ça marche quand même un peu mieux que chez nous. Mais il y a plein d'entreprises de gros œuvres qui ne sont pas rentables et du coup, leur stratégie, c'est de faire des chantiers en entreprise générale où ils vont sous-traiter les autres métiers d'un bâtiment. Donc il y a plein de corps de métier, donc ils vont sous-traiter en prenant de la marge sur les autres corps de métier, en coordonnant les travaux et puis ils ne sont pas rentables sur les chantiers de gros œuvres. Et moi, pendant 15 ans où j'ai travaillé dans les grands groupes, c'était hyper fréquent qu'on perdait de l'argent sur les gros œuvres et on se rattrapait sur les corps d'État. Une question ici, après c'est... Merci déjà, parce que c'est facile de parler de ses réussites, un peu moins de ses échecs, donc merci pour le partage. Une question qui serait, comment aurais-tu pu faire autrement, en dehors de la concurrence et autres, mais sur l'aspect pure lean, ou en tout cas comment tu vois les choses dans la construction de ton entreprise demain, hormis le fait que tu souhaites connaître les gestes, ça c'est la première étape, c'est ce que j'ai entendu. Comment est-ce que tu vois les choses en disant demain je construis ma boîte, par quoi je commence et qu'est-ce que je veux mettre en œuvre? Alors, en fait, en vrai, je sais ce qui n'a pas marché, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire autrement, je ne sais pas si ça aurait marché. Déjà, ça c'est le premier. Ensuite, demain, par quoi je commence? Par être maçon, quoi. Donc du coup, il va falloir que je craque plein de sujets, quoi. C'est comment je fais pour être maçon, mais tout en ayant un équilibre de vie. Donc voilà, parce que du coup, qui va s'occuper de trouver des devis, qui je vais embaucher, qui va me faire le rôle etc. Donc j'ai des sujets à craquer que je vais mener les uns après les autres. Là déjà, la première étape, c'est un sujet qui me fait peur, c'est est-ce que je vais être capable de faire un métier manuel. Donc là, c'est pour cocher la case, c'est faire un stage de maçon dans une entreprise là, dans un mois, quoi. En fait, j'ai des cases à cocher et puis le fil va se dérouler au fur et à mesure. Et donc aujourd'hui, par quoi je commence je sais par quoi je commence aujourd'hui. Donc c'est faire un stage, c'est faire le business plan, c'est m'inscrire au truc, voilà. Mais j'avais pas compris, j'avais pas compris que tu souhaitais faire maçon pour après faire réellement maçon dans ton entreprise. Ça paraît peut-être idiot. Et j'ai cru que c'était pour comprendre les gestes du maçon, pour mieux encadrer l'équipe que tu aurais demain. En fait, oui, mais pour comprendre, il faut que c'est bien l'école, quoi. Mais pour que je comprenne comment ça marche, en fait, il faut que je fasse des chantiers en vrai. Donc, ça va être pendant la formation. Comment? Ça va être pendant la formation. Ouais, mais je pense qu'il faut aussi... bon, je sais pas. Je sais pas. Il y a encore des questions. C'est tout frais. Une question d'abord. On peut prolonger pendant le repas. Merci, c'était super. Dans le Lean, on est obsédé par l'ultra satisfaction du client. Un client très très satisfait, c'est lui qui reviendra et c'est lui qui nous fera une pub d'enfer. Cette satisfaction client dans le bâtiment, elle est compliquée parce qu'il y a tout un parcours. Il y a le parcours du combattant du devis, que vous avez bien... Mais est-ce que vous avez réfléchi, dans une logique un peu VA-VE, à tout ce parcours jusqu'à la petite finition qui finalement
a peut-être un poids énorme dans la satisfaction client, alors qu'en temps de travail, en contenu de travail pour vous, le dernier lissage de mur, c'est peut-être pas grand-chose. Non, mais c'est sûr, le parcours client est essentiel, et moi c'était vraiment quelque chose qui m'a... Enfin, c'est l'obsession de la satisfaction client, ça c'est quelque chose qui m'intéressait. Et s'intéresser au parcours client, du début à la fin, mais là, quand le chantier est terminé, la manière dont il reçoit sa facture, la manière dont il paye facilement, etc. Donc c'est des sujets, oui, sur lesquels dans ma tête, qui sont nécessaires et indispensables. Alors moi j'ai relevé que, merci Angela, super, le problème de formation que tu as mis en évidence m'interpelle, et je me demande sur ce problème-là si tu n'as pas un rôle à jouer, parce que c'est quand même quelque chose que... Enfin, tu parles de tes clients, mais en fait tes clients c'est peut-être aussi les maçons, les futurs maçons, et la manière dont cette expérience et le fait d'être un ingénieur qui va devenir maçon, qui va s'intéresser à la formation, à tout ça, pour peut-être un jour amener au bâtiment quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose sur ce sujet-là qui t'intéresse? Bah si, enfin, ça me passionne. J'ai eu des discussions avec des organismes de formation de BTS en leur expliquant que leur formation n'était pas adaptée, parce qu'en fait, clairement, dans leurs titres, dans les vidéos qu'ils envoient, ils disent c'est pour être chef de chantier, quoi. Je leur dis, mais est-ce que vous vous rendez compte que le jeune qui finit son bac en alternance, il va passer une semaine à apprendre un métier qu'il ne fera jamais, et après il va faire 3 semaines en entreprise avec des gens qui sont des autodidactes, qui vont lui apprendre à faire, entre guillemets, de la merde, avec une pression, etc. Donc en fait, mais en fait, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils me répondent, ils me disent, mais en fait, si, parce qu'il apprend la théorie à l'école et il apprend la pratique sur le terrain. Donc ils pensent, en fait, ils confondent la pratique, le geste, et du coup, aujourd'hui... Alors en fait, moi je pense que d'expérimenter quelque chose, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de légitimité encore mais en fait, expérimenter, et oui, ça m'intéresse de faire changer d'avis. Moi, ce qui me passionne, c'est que des interlocuteurs changent d'avis, de faire grandir les gens, de développer les personnes, à la fois mes collaborateurs, mais la communauté, le monde qui m'entoure. Donc, et contribuer. Donc ce sujet m'intéresse, me passionne. Après, comment contribuer? Donc je pense qu'il faut que je commence par l'expérimentation, et puis peut-être que plus tard, et puis cette vidéo, tu as parlé du métier de finisseur et que c'était quelque chose de normal dans le paradigme du bâtiment. Est-ce que tu as essayé de tuer ce métier-là? Moi, l'astuce que j'ai trouvée, c'est de faire des petits chantiers. Parce que sur un petit chantier, il n'y a pas de finisseur. Et donc c'est le maçon qui fait le petit chantier, il va finir tout seul. Après, l'astuce que j'avais trouvée sur les gros chantiers, c'était l'astuce que j'avais trouvée dans ma tête, qui n'a jamais fonctionné sur le terrain, c'était d'imposer à l'équipe de bancheurs de finir à 100% l'appartement. Donc c'est-à-dire que je leur... Parce qu'en effet, quand on coule un mur en béton, bon, nous on le faisait vraiment, c'était dégueulasse, donc il y avait beaucoup de finition, mais on pourrait le faire presque parfait, ce ne sera jamais parfait, il y aura toujours un petit travail de finition à faire. Mais ce travail de finition, il peut être fait par les bancheurs. Et s'il est fait par les bancheurs, c'est d'autant plus intéressant que le bancheur va s'intéresser à réduire le maximum de ce travail. Aujourd'hui, c'est vraiment les bancheurs, ils font le job noble, entre guillemets, ils sont pleins d'huile et tout, c'est pas si noble que ça, mais et les finisseurs, ils rattrapent, mais du coup, comme ils ne font pas les mêmes métiers, et du coup, donc je leur imposais de terminer, mais à tel point que je leur disais, voilà, la qualité est plus importante que le délai. Donc du coup, je me suis amusé, mais plein de fois, à leur interdire de couler du béton le lendemain. Le maçon, tout ce qui l'intéresse dans un chantier, c'est de couler du béton. Donc je leur disais, je vous interdis de couler du béton tant que vous n'avez pas fini les finitions. Mais du coup, le lendemain, il ne coulait pas de béton, mais il ne finissait pas les finitions. Et du coup, en fait, on en a fait comme ça, mais à un moment donné, mon client, à un moment donné, je disais à mon sensei, qu'est-ce que je fais? Il disait, ouais, la sécurité du client, c'est quand même que tu termines ton chantier. Là, si tu continues à ce train-là, tu ne finiras jamais. Donc, en fait, j'ai essayé, mais j'ai jamais réussi. Enfin, sauf dans les petits chantiers, oui. Mais... Bonjour, merci. C'est super cool de voir ta présentation. Moi, je fais un métier qui n'a rien à voir, donc c'était cool. Je fais du développement logiciel, donc c'est marrant de voir des choses très différentes. J'ai deux questions à te poser. Il y a un truc que j'ai pas trop compris quand tu présentes le fait que, la première question c'est ça, quand tu dis j'ai changé de fournisseur, on est passé à LT, tu as pris une photo où il y avait une boîte qui était super crade et une qui était super belle, et j'ai pas trop compris c'est quoi ce qui a changé en fait, parce que c'est ton fournisseur qui faisait ça. Ou alors
Est-ce que c'est vous, le fait que vous ayez du matériel de location qui en prenez plus attention? Ça, j'ai pas fait la première question. Et ma deuxième question, c'était par rapport, en fait, tu disais, bah, très bien, job égale work plus Kaizen, et du coup, je fais en sorte qu'il y ait 20 minutes tous les matins de résolution de problèmes. Et du coup, je m'interroge, alors comment ça se passait? Est-ce que tu nous racontais comment c'était vécu et qu'est-ce qui en sortait de cette session de Kaizen institutionnalisée? Merci. Bon, le matériel, je suis passé un peu vite, mais en fait, nous, on avait du matériel de marque Ilti, ça, qui nous appartenait enfin, en Crédit Bail. Donc on louait pendant 4 ans. Mais sauf que en fait, Ilti, donc, il livre une boîte qui est neuve au début, mais dedans, il faut rajouter des accessoires, donc des mèches, ou sur une disqueuse, des disques diamants, des disques ferraille, des multidisques. Et puis, donc sur une disqueuse, il faut la clé pour pouvoir dévisser, il faut le capot de protection. Et puis les disques. Et donc, quand on ouvrait les boîtes, il manquait toujours la clé. Le chef de chantier dit, ouais, mais le problème, c'est la main-d'œuvre. Okay. Je lui dis, bah, vas-y, change la clé. Non, mais ça va coûter un fric fou. On a découvert, là, en décembre, qu'en fait, c'était gratuit de faire revenir la clé par Ilti. Et donc, du coup, en fait, à un moment donné, on a en fait, ce qui a changé, c'est que j'ai mis un mec responsable du service matériel. Donc, son objectif, c'était que nos boîtiers, que lui, ce soit. En fait, Kiloutou, c'était juste un modèle. Parce que quand on va chez Kiloutou, en fait, on loue un matériel. Le gars de chez Kiloutou nous l'ouvre, nous le montre. Il y a une petite pochette en plastique avec le mode d'emploi. Le matériel il est propre, il a été nettoyé avec des lingettes. Il y a tout le matos. Et donc, en fait, ça, c'était notre référence. On disait, voilà, donc nous, le Graal, c'est Kiloutou. Et donc, moi, je voulais que mes managers, chefs de chantier, en fait, ils soient le Kiloutou de leurs collaborateurs. C'était dans ce sens-là. Et donc, après, comment moi j'ai compris, par rapport à ta deuxième question, comment j'ai compris, en fait, à un moment donné, j'ai compris que le Gemba était un support de management. Donc, le Gemba, c'est le terrain, d'aller sur le terrain. Donc, j'avais 5 managers et je m'étais réparti un manager par jour. Donc, et je faisais mon management de 7h30 à 9h. Donc, donc ça tournait. Donc, chaque manager me voyait avec ce style de management une fois par semaine. Donc, de 7h30 à 7h40, déjà, je faisais l'échauffement avec eux. Là, c'était intéressant parce qu'en fait, je regardais comment ils faisaient le geste. Parce que c'était une séquence de 10 minutes, en fait, de 16 mouvements parfaitement réfléchis. Mais sauf que, donc on doit connaître par cœur, sauf qu'en fait, on doit, du coup, on constatait, bah, moi ça m'amusait de constater, bon bah là, tu vois, sur les 16 mouvements, il y en a 2 que tu as fait à l'envers et puis il y en a un que tu n'as pas fait. Et donc, pourquoi? En fait, ça permettait de discuter du geste. En fait, ça ne les intéressait pas de faire un truc parfait. Donc déjà, si, mais c'est super compliqué, mais déjà, si ça ne les intéresse pas de faire un truc parfait sur l'échauffement, comment vous voulez qu'ils fassent un travail de maçonnerie parfaitement? Donc en fait, déjà, rien que la discussion sur l'échauffement, générer des discussions sur le standard, sur la perfection, la qualité. Et ensuite, en fait, la résolution de problème, c'était je m'intéressais, qu'est-ce que vous avez eu comme problème qui vous empêche de semer le blé? Donc l'ouvrier qui maçonne, en fait, il sème le blé. Qu'est-ce qui empêche de semer le blé? Et du coup, c'était ça. Donc ils n'écrivaient pas beaucoup sur les talks, mais on écrivait ensemble. Mais en tout cas, c'était la question que je leur demandais. Donc déjà, je faisais en sorte qu'il y ait toujours des tableaux, sur les chantiers pour qu'ils puissent écrire. Et je les intéressais. Bon, qu'est-ce que tu as eu comme problème? Quelles sont les causes et qu'est-ce que tu as fait pour sécuriser ton truc, quoi. Et après, je leur disais, ce qui m'intéressait d'abord, c'est de m'assurer qu'ils fassent la résolution immédiate. Donc là, c'est ce que peut-être que vous avez vu, c'est qu'ils aillent racheter le parpaing qui manque. Après, dans un deuxième temps, si les mecs ils me disent « ouais, mais j'ai envie de craquer le sujet », ok, vas-y. Je ne les empêchais pas de trouver des contre-mesures pérennes, mais je ne leur imposais pas, parce que ça c'est compliqué, que ça prend du temps, que ça met de la charge mentale. Après, on a une to-do list de 50 contre-mesures pérennes à traiter. Et l'inconvénient de ça, c'est que du coup, tant qu'on n'a pas craqué cette to-do list, on arrête de regarder les problèmes. Et en fait, moi je préfère qu'on n'ait pas une to-do list, mais qu'on regarde les problèmes tous les jours. La dernière question. Oui, Augustin, j'ai 2 sujets en fait. Le premier, c'est qu'avant de t'écouter, on a écouté Steve Anavi, qui nous racontait qu'ils ont commencé à 2. Et donc, ils ont à 2 écrit des lignes de code. Et donc, ils ont commencé par maçonner en fait. Ils ont commencé par maçonner. Et aujourd'hui, quand il va sur le Gemba, il regarde les lignes de code.
très naturellement. Donc il revient sur le maçonnage en fait, sur la façon dont les maçons maçonnent, les codeurs codent. Et du coup, la question que je me pose, comme tu le disais, toi tu n'as jamais appris à maçonner. Je pense que Jean-Baptiste Boutillon, qui est dans la salle aussi, est un peu dans la même situation. Et quand vous allez sur le Gemba, est-ce que vous regardez les codeurs, enfin, est-ce que vous regardez les lignes de code, est-ce que vous regardez la façon dont les maçonneurs ont maçonné? Bah, j'ai essayé d'apprendre à le faire. Et en fait, là, sur le parpaing, j'ai appris à le faire grâce à ce tout petit chantier où je suis rentré dans le détail, j'avais dessiné chaque bloc de parpaing. Mais ça, j'ai découvert, après avoir bossé pendant 15 ans dans le bâtiment, j'ai découvert comment on assemble les parpaings. C'est un sujet qui ne m'avait jamais intéressé. Et de toute façon, le mot maçon, c'est la honte. Hein. Je ne sais pas si les entreprises, c'est des entreprises de grosses œuvres. Parce que ça, c'est la classe. Mais les entreprises de maçonnerie, non mais aujourd'hui, on sous-traite ça à des Turcs. Hein. Augustin, ce qui est très marrant, c'est que quand Steve raconte son histoire, tout le monde trouve ça super. On a commencé dans un garage, même dans un appartement. À deux, on a appris à coder, on a grandi, etc. Et puis, et aujourd'hui, quand tu nous racontes que tu vas faire un CAP maçon, on trouve ça super, mais c'est un peu choquant quand même. Enfin, un peu, ça c'est bizarre. Un ingénieur qui va... Et en fait, oui, mais ça vient en lien avec aussi plein de réflexions. Enfin, après, on peut partir loin, mais sur les bullshit jobs, les jobs qui produisent de la valeur. Aujourd'hui, le sujet du moment, c'est de se dire comment... Il y a des métiers qui produisent de la valeur en vrai, en physique, et puis des métiers où c'est plus immatériel, etc. Et puis en fait, on se rend compte déjà qu'il y a une différence de salaire énorme entre les deux. Donc là, il y a des sujets de réflexion qui sont intéressants. Ça se trouve, dans 30 ans, ce sera inversé. Voilà. Ensuite, en effet, peut-être que la conclusion, c'est de dire j'aurais mieux fait de faire un CAP qu'une école d'ingé. Aujourd'hui, moi, clairement, mes enfants, ma fille aînée, je préfère qu'elle aille faire infirmière que médecin. Donc ça, c'est pas encore compris, mais n'empêche que il y a vraiment un geste dans l'infirmière. Et puis le fait que la formation ne soit pas trop longue aussi, ça m'intéresse. Donc après, je n'ai pas beaucoup creusé le sujet de la santé, mais il y a quand même des choses qui m'étonnent sur la durée de formation d'un médecin, et puis le fait que dans les hôpitaux, le clivage qu'il y a entre les gens qui ont le geste de l'infirmière et puis les médecins, en fait, il y a souvent des tensions, etc. Donc aujourd'hui, moi je rêverais que des enfants qui fassent des CAP de maçonnerie, mais pour ça il faut changer la culture. J'avais un enfant d'amis qui est venu faire son stage de 3e dans l'entreprise, et ben en fait à la fin de son stage, il est reparti dans l'école de 3e, il était en 3e avec ma fille. Et en fait, je me suis amusé avec mes collaborateurs, je leur ai dit, bon, le problème qu'on va creuser, c'est qu'il n'est pas resté dans l'entreprise. C'est un peu con comme réflexion, mais n'empêche qu'on a appris plein de choses. Pourquoi, après son stage de 3e, pourquoi il n'est pas resté chez nous? Et du coup, en fait, ça me fait comprendre, bon, déjà, donc le développement corporel n'est pas terminé. C'était de cette résolution de problème que j'ai appris plein de choses dont je vous témoigne aujourd'hui. Mais ce jeune-là, aujourd'hui, il est en seconde. Bah, mon rêve, c'est que demain, il fasse un CAP. Et que ce soit accepté par ses parents. Mais pour ça, il faut... en fait, il y a des choses à changer, des mentalités à changer, mais c'est en train de se changer. Aujourd'hui, quelqu'un qui se reconvertit pour être boulanger, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un CAP boulanger. Ça paraît logique. Personne ne va lui dire, va faire un BTS de gestion de petits commerces. Mais alors que dans la maçonnerie, on dit faire des BTS de maçon. Je crois que tu es dans la tendance, hein. Ma fille après un bac+3 m'a annoncé qu'elle voulait faire le CAP chocolatier. Je disais, qu'est-ce que tu fais? Effectivement, maintenant elle me rappelle ça. Je lui dis que c'était effectivement une bonne décision. Donc là, je retiens quand même le fait que tu repars comme conto. Donc on va t'inviter dans 2 ans sur la scène là-bas à nous raconter comment tu es devenu le conto de la maçonnerie. En fait, c'est ça qu'on va je te mets pas la pression. Hein. Steve est extrêmement inspirant et en fait, je pourrais une vidéo qu'il fait où il dit que son sujet c'est comment réparer la banque. Et moi, mon rêve, c'est de répondre à la question comment réparer le bâtiment. Ah, génial. Merci à toi. Bravo.